Et on retrouve Daniel Haïk pour cette revue de presse. Daniel, les manchettes des quotidiens israéliens de ce dimanche matin nous ramènent au drame politique qui s'est joué. C'était jeudi soir avec la scission inattendue au sein de la liste arabe unifiée. Oui, effectivement, la scission qui rouvre le scrutin du 1er novembre, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot. Un Yediot Aharonot qui d'emblée pose en surtitre la question clé. Est-ce que la scission du parti radical Balad de la liste unifiée va apporter la victoire à Binyamin Netanyahou le 1er novembre? Le Israël Hayom lui aussi consacre sa manchette à cette crise dans les partis arabes et il affirme qu'au sein de Yesh Atid, on entend profiter de cette scission pour, entre guillemets, cachériser les deux formations qui restent dans la liste arabe unifiée, Ta'al d'Ahmed Tibi et Hadash, le parti communiste israélien dirigé par Ayman Oudeh. C'est l'opportunité pour Oudeh et Tibi de se recentrer, affirme-t-on dans l'entourage de Lapid. On précise, la liste arabe ne sera pas dans la prochaine coalition. Alors qu'écrivent justement les éditorialistes ce matin, Daniel, après ce développement capital? Dans le Yediot Aharonot, Nadav Eyal écrit que désormais la scission au sein du secteur arabe israélien appartient à l'histoire. Ce qui sera déterminant, donc au cours des prochaines semaines, ce sera le taux de participation des Arabes israéliens. Alors, il est exact que Netanyahou n'a jamais été aussi proche des 61 députés que depuis le début de la campagne électorale, mais du côté de Lapid, on espère que le départ des radicaux de Balad encouragera les Arabes les plus modérés à aller voter. Et leur leader a ensuite accepté de siéger dans la coalition de l'actuel Premier ministre. Pour Lapid, le dilemme est particulièrement grand. Jalal Bena, qui est arabe israélien, écrit dans le Israël Hayom que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, la représentation électorale des Arabes israéliens est en danger. Il constate que la communauté arabe israélienne traverse une crise de leadership et cela doit faire sonner une sonnette d'alarme également dans la population juive. Plus de la moitié des Arabes israéliens ne veulent pas prendre part au jeu électoral et préfèrent intervenir là où leur voix compte, c'est-à-dire dans le secteur municipal. Shimon Schiffer, dans le Yediot Aharonot, suggère à ses lecteurs de ne pas s'empresser de déterminer le résultat des élections. Il ne croit pas que la division dans le secteur arabe apportera la victoire à Netanyahou. Tout reste ouvert selon lui. Rafik Halavi, dans le Yediot Aharonot, estime qu'avec cette scission, jamais les Arabes israéliens n'ont eu une telle importance dans la réalité électorale israélienne. Jackie Khouri, dans le Haaretz, lui emboîte le pas et affirme que dans les partis arabes, on espère que la scission encouragera plus d'Arabes israéliens modérés à aller voter. Et hier soir, la chaîne publique de télévision a diffusé les résultats du premier sondage effectué après cette scission. Et de facto, le parti Balad, qui a donc fait scission, ne passe pas le seuil d'éligibilité, tandis que la liste arabe et le parti Raham, eux, flirtent avec ce seuil, avec seulement 4 députés pour chacune de ces deux formations. Au niveau des blocs, eh bien, c'est la parité la plus totale. 60 députés pour le bloc Netanyahou, 56 pour le bloc Lapid, avec les 4 mandats donc de la liste arabe qui n'est plus tellement unifiée. Autre donnée intéressante dans ce sondage, le foyer juif qui est conduit par Ayelet Shaked ne passe pas le seuil d'éligibilité. Et hier, devant le club de la presse, Shaked a lancé un appel à Binyamin Netanyahou en lui demandant de mettre de côté leurs différends personnels et de comprendre que sans ces mandats, les mandats de Shaked, eh bien, Netanyahou ne possédera pas de majorité absolue. Le second grand titre dans les quotidiens et les sites d'information israéliens, Daniel, c'est cet affaissement de terrain qui s'est produit hier soir sur le périphérique d'Ayalon à Tel Aviv. Oui, un affaissement impressionnant qui a créé un cratère et que l'on peut découvrir à la une des quotidiens et dans les pages d'ouverture des sites d'information. Ce cratère profond situé pour les spécialistes de la circulation, donc sur le périphérique entre la sortie de Glilot et celle d'Achalom, sur la bretelle de sortie vers Achalom. De facto, ce trou béant devrait entraîner la fermeture de la bretelle. On pensait que cela allait fermer entièrement le Ayalon, mais ça a été modifié dans le courant de la nuit. Il faut s'attendre de toutes les manières à des embouteillages importants dans la métropole tel-avivienne aujourd'hui. La ministre des Transports, Merav Michaeli, a demandé aujourd'hui de ne pas entrer dans Tel Aviv en voiture. Les experts estiment qu'il est possible que la construction d'immeubles dans la région, en particulier d'un gratte-ciel qui devrait être le plus élevé de Tel Aviv, a pu entraîner cet affaissement de terrain. Dans le Yediot, on peut lire ce matin un éditorial intéressant sur les 2 ans des accords d'Abraham. Oui, c'est un éditorial de Yoel Gishinsky, qui est chercheur à l'INSS, donc à l'université de Tel Aviv, qui se demande quel sera le prochain défi à relever dans ces accords d'Abraham. Eh bien, il constate que contrairement aux relations entre Israël et la Jordanie et l'Égypte, eh bien, ces accords d'Abraham s'accompagnent d'une palette impressionnante d'accords commerciaux et il cite 3 défis au moins que ces accords doivent permettre de relever. Les Iraniens, le défi de l'Iran qui augmente leurs menaces envers
les pays arabes qui ont signé ces accords avec l'État d'Israël, les Américains qui devront œuvrer à maintenir le momentum de ces accords et enfin les Palestiniens, même si le leadership arabe modéré ne semble plus vraiment se préoccuper de ce dossier palestinien, les populations des pays qui ont signé les accords d'Abraham, elles souhaitent toujours voir un espoir de paix avec les Palestiniens, entre les Palestiniens et les Israéliens. Les quotidiens israéliens se font l'écho d'un état d'alerte accentué dans le nord après les dernières menaces d'Hassan Nasrallah. Une fois de plus, le leader du Hezbollah affirme « Si l'on nous pousse à la confrontation, eh bien nous serons prêts ». Mais ce sont des propos qui font grimper la tension et en particulier ces menaces visant à empêcher Israël d'entamer l'exploitation de la plateforme gazière de Karish qui de la vie générale est en dehors du litige maritime entre Israël et le Liban. Nasrallah menace d'envoyer des missiles sur cette fameuse plateforme de Karish si Israël devait entamer prochainement son exploitation. En marge, les quotidiens et les médias se font l'écho de l'état de santé d'Ali Khamenei, l'homme fort du régime à Téhéran, qui aurait souffert de graves problèmes d'estomac, et les quotidiens font remarquer que le fils de Khamenei a été intronisé il y a quelques jours, Ayatollah, ce qui pourrait lui permettre peut-être de succéder à son père. Et puis ce matin encore, les médias et les quotidiens nous font partager les préparatifs des funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Des funérailles qui, vous le savez, se tiendront demain en milieu de journée en présence de plusieurs centaines de chefs d'État et de têtes couronnées. Parmi ces chefs d'État, Joe Biden, Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier, bien évidemment. Donc de nombreuses têtes couronnées à travers le monde. À noter que ceux qui n'ont pas été conviés sont Vladimir Poutine, Bachar Assad et les présidents du Venezuela et de Bélarus.